c'est que ça va être des observateurs de type frontière, donc boundary, sensor observers. C'est-à-dire qu'on va se baser sur un nombre limité d'observateurs, voire sur un seul observateur, excusez-moi, sur un nombre limité de senseurs, donc de capteurs, voire sur un seul capteur, pour estimer l'état du système le long de tout le domaine. Donc vous voyez, le domaine, c'est U de xt avec x variable 0 et 1. Il y a combien de valeurs de U de xt différentes? Il y a une infinité de valeurs. Et bien tout ça, il est estimé à l'aide d'une seule mesure. C'est ça le point fort. Et voilà, donc la motivation, il y a plein de phénomènes qui peuvent être abordés de cette façon. Alors, comme pour la commande, on va partir d'une EDP de type chaleur, donc en l'occurrence ici, de type diffusion, réaction. Alors, diffusion, ça veut dire UT égale UX. C'est la diffusion de la chaleur, c'est la propagation de la chaleur. Et réaction, c'est ce terme-là. Si lambda est égal à 0, il n'y a pas de réaction. Alors, on va prendre des conditions au bord de type Newman. U indice de 0 égale à 0. On aurait pu prendre une condition au bord de type dérivé. Alors, la commande, c'est U de 1, ce qui sous-entend U de 1 virgule T. Et la mesure, c'est U de 0, ce qui sous-entend U de 0, virgule T. C'est-à-dire, imaginez une barre le long de laquelle se propage la chaleur. La source de chaleur, il est à un bout de la barre, et ce bout de la barre, il correspond à x égale 1. Et l'autre bout de la barre, c'est là où on a installé un capteur. Et donc le capteur est installé à la position x égale 0. Alors, on peut toujours se dire, mais pourquoi on n'a pas fait l'inverse, etc. Mais tout ça, c'est question de changement. C'est pas un problème vraiment fondamental. Donc moi, quand j'ai embarqué là-dedans, j'avais utilisé des documents qui utilisaient cette convention-là, et donc, ben voilà, j'ai plongé là-dedans, j'ai jamais cherché à changer. Alors, si vous, si par exemple, vous prenez, j'étais un peu sur un parti d'Emilia Freeman, il m'est arrivé de collaborer avec elle. Ben elle utilise la convention différente. Mais bon, tout ça, c'est pas fondamental. De la même manière que, donc là, l'état du système, c'est U de xt, il est noté U de xt, eh bien, vous pouvez trouver dans certains articles, ou même dans des livres sur les EDP, U de t virgule x. Tout ça, c'est, je veux dire, des histoires. C'est pas fondamental. Donc voilà, le système que nous avons, c'est celui-là. Et pour ce système-là, le but, c'est d'estimer l'état U de xt à partir de ce qui est mesurable, de ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui est mesurable ici? Ce qui est mesurable, donc Y de t, si on veut, Y de t, c'est U de 0t. Mais on mesure aussi U de 1t, puisque U de 1t est égal à grand U de t, et grand U de t, c'est le signal de commande. On ferme donc, on a au final deux mesures, pas une seule. Et ça nous rappelle une chose dont j'ai parlé hier, quand je crois que c'était Rachid qui a posé cette question, le cas des systèmes ODE-PDE, les cascades ODE-PDE. Et donc, dans ce cas-là, le point de jonction n'est pas accessible à la mesure. Ce qui veut dire que U de 1 pour la PDE n'est pas accessible à la mesure. Eh bien, moi, j'avais proposé d'ajouter un deuxième capteur. Donc, j'ai expliqué qu'avec deux capteurs, on peut estimer l'état de la PDE qui se trouve à la sortie de l'ODE avec le point de jonction qui n'est pas accessible à la mesure.
et la longueur de l'ODE, de la PDE peut être arbitraire. Et donc, le fait d'exiger un deuxième capteur, dans ce cas-là, n'est pas en contradiction avec ce qu'on fait ici, parce que finalement, ce qu'on fait ici, on a besoin de deux mesures. On mesure U de 1T et on mesure U de 0T. Donc, il y a bien deux capteurs. D'accord? Alors, quelle est la structure du régulateur? Comme de l'observateur. Eh bien, comme tous les observateurs, un observateur, c'est une copie du système qu'on cherche à observer, plus une injection de sortie. Voilà. Donc, on va recopier tout ça. Voilà, on l'a recopié ici. Donc, quand vous voyez ces équations-là, tout ce qui n'est pas surligné, c'est la copie du système. Donc, U chapeau T est égal à U chapeau XX plus lambda X chapeau. Ça, c'est la copie du système. U chapeau X de 0 est égal à 0, ça, c'est la copie du système. Et U chapeau de 1 est égal à UT, ça, c'est la copie du système. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté pour stabiliser cette observation, pour assurer la convergence de l'observateur des états estimés vers les vrais? On a ajouté deux termes. Donc, il y a ce terme-là dans l'équation d'état, et il y a ce terme-là qui s'insère dans l'équation de bord. Et les deux termes sont proportionnels à l'erreur d'estimation de sortie. Donc, c'est ce qu'on appelle, alors ces termes-là, on les appelle termes d'innovation. Ça vient du stochastique. Les observateurs dans un contexte classique, ils appelaient ça innovation parce que c'est l'information apportée. C'est ce qui apporte de la nouveauté. D'accord? Et puis, on dit aussi, c'est l'injection de sortie, parce que la sortie, c'est U de 0. Et donc là, on injecte la sortie. Alors là, il y a une injection dans le domaine. L'équation du domaine, c'est celle-ci. C'est l'équation d'état. Et il y a une injection au bord. Il y a deux injections. Et donc, il y a deux gains dans cet observateur. Il y a deux gains. Il y a le gain P1 de X et il y a le gain P1 0. Les deux, c'est U de 0 et U chapeau de 0. Dans les deux cas. On laisse tomber le temps pour alléger l'écriture. Mais sinon, partout, vous avez XP, XP, XP partout. Et donc là où il y a U de 0, c'est U de 0, T. Donc on laisse tomber le temps juste pour alléger les équations. D'accord? Donc on fait ressortir le temps là où c'est nécessaire pour la clarté. Et donc je disais que cet observateur, c'est un observateur qui utilise une injection de sortie au niveau du domaine et au niveau du bord. Et là, justement, il y a une nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Si vous prenez un papier sur les observateurs qui n'est pas fait par le Waxtepin, donc un papier d'Indir eh bien vous allez trouver ça, l'injection de sortie dans le domaine, mais pas l'injection de sortie dans le bord. Ils ne les utilisent pas parce qu'ils ne savent pas calculer cela. On ne sait pas le calculer. Vous prenez tout simplement ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, dans beaucoup de travaux sur les observateurs qui utilisent une injection dans le domaine, le gain P1 de X, ils le prennent constant. Parce qu'ils ne savent pas déterminer un gain variant avec l'espace, spatialement variant. Donc tout ça, c'est des innovations et c'est des choses, j'allais dire, qui reflètent la puissance de cette approche qui nous explique. Moi-même, il m'est arrivé dans certains travaux d'utiliser un observateur simple avec injection de sortie dans le domaine, mais pas dans le bord, et avec un gain constant, parce que quand je prenais un gain variant, je ne sais pas le calculer. Voilà. Alors que là, on va voir que la méthode nous donne exactement comment calculer ce gain variant. Ah oui, parce qu'on va utiliser la transformation du Waxtepin pour déterminer ces gains, justement. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a rien du Waxtepin ici.
Alors, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est un régulateur qui a deux gains. Un gain variable avec le x, ce qui veut dire c'est une fonction gain. Ce n'est pas un gain fixe, c'est un gain spatialement variable. Bien, donc voilà ce qu'on peut dire s'agissant de cet observateur. Alors quand on a un observateur, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va calculer le système d'erreur. Parce que la stabilité de l'observateur, c'est en fait la stabilité du système d'erreur. On calcule le système d'erreur et on va s'efforcer à rendre ce système d'erreur exponentiellement stable, comme ça, les erreurs d'estimation d'erreur vont converger vers zéro. Bien. Alors, calculons. Donc, on va introduire déjà les erreurs. Bon, là, il y a l'équivalence avec la dimension finie. Une dimension finie, vous avez un système aussi. L'observateur est une copie du système. Le gain de l'observateur, c'est L fixe, et l'injection de la sortie, c'est le terme, c'est ce terme. Voilà. Ici, la dimension du gain est une dimension infinie. Nous avons P1 de x. C'est un gain de dimension infinie. Il y a une infinité de gains. D'accord? Si vous voulez, P1 de x, vous pouvez le voir comme un vecteur, mais un vecteur P1 de x avec x allant de 0 jusqu'à 1, bah, ça n'est hein? C'est l'estimé U chapeau de x. Le long du domaine. Comment ça U? Et il va estimer U. U chapeau indice x. Oui, oui, oui. Bon, c'est une bonne question. Donc, est-ce que l'observateur estime aussi U chapeau de x? Bien sûr qu'il estime aussi U chapeau. Parce qu'il est donné par cette expression. Donc, il est calculable. Donc, et non seulement il estime U chapeau de x, on démontre, alors pas par la preuve qui va être donnée là, mais moi j'ai démontré dans un article que U chapeau de x converge aussi exponentiellement vers U de x. Donc, voilà, alors la preuve a été un peu tordue. Non, 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 il estime U chapeau de x. Ah là, je vais vous dire une chose. Là, il y a l'adéquation. L'adéquation, il nous dit que U chapeau de t est égal à U chapeau xx. Donc, vous avez un second degré ici par rapport à x. C'est-à-dire qu'on va estimer U chapeau de x et on va même l'estimer de façon exacte. Donc, U chapeau de x. D'accord? Parce que ça, cette équation-là, il définit infini. Infini. Une dimension infinie, mais c'est infini. Alors, pour faire l'analogie, quand nous avons un système du second ordre, de dimension finie, et qu'on estime l'état de ce système-là, bah, en quelque sorte, on estime U et U point de t, et la dérivée de U. Ça, l'état du système. Maintenant, c'est la même chose. On estime U et on estime U indice x. D'accord? Voilà. Mais l'objectif premier, c'est d'estimer U. Et l'analyse qu'on va faire, l'analyse de base, va nous permettre de démontrer que U chapeau converge vers U. Pas U chapeau x. Alors, on va voir. Alors attendez. On va voir de toute façon la fonction de l'électron, on va le dire. Si c'est la fonction H1, c'est-à-dire qui comprend à la fois la norme L2 et par rapport à U et à Ux, à ce moment-là, on estime aussi X. Mais en tout cas, on va voir. Donc voilà l'analogie par rapport à la dimension finie. Et donc l'objectif, c'est ce qu'on disait, on introduit l'utilité et on va chercher à déterminer P1 de x et P1 de 0, de telle sorte que utile tend vers 0 exponentiellement. Et la première chose à faire, c'est déjà d'écrire l'équation du système d'erreur qui s'obtient immédiatement en soustrayant terme à terme les équations du système des équations de l'observateur. Donc ça nous donne cette affaire-là,
Et vous voyez ici que, comme c'est linéaire, le signal de commande disparaît. Et donc, ça veut dire que si on arrive à démontrer que cet observateur est exponentiellement stable, eh bien, quand cet observateur est utilisé dans un contexte de commande, le principe de séparation va être vérifié ici. Pourquoi? Parce que le signal de commande n'intervient pas dans ces équations. Le terme grande U de T, il a disparu. D'accord? On se souvient ce qu'on a fait le premier jour, et on l'a rappelé à plusieurs reprises hier, c'est que si on n'avait pas ce terme-là, lambda utile, bien sûr, si on n'avait pas ce terme-là, si on avait utile t égale à utile x, et utile x de 0 est égal à 0, utile de 1 est égal à 0, ce système-là est exponentiellement stable. Quand on avait la commande, dans un problème de commande, on avait ce terme-là qui est source d'instabilité, ce terme. Ce terme est une source d'instabilité. Eh bien, dans un problème de commande, on avait ici le signal de commande, et on se servait du signal de commande pour compenser ce terme qui déstabilise. Eh bien, là, ce qui va jouer le rôle du signal de commande, c'est ce signal de correction, et donc c'est le gain P1 de x. Donc P1 de x agit presque comme une commande. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'approche backstepping, on va transformer ce système. On va le transformer par la transformation justement du backstepping, qui est basé sur l'intégrale de Volterra. Et après transformation, on va voir un choix de P1 de x et de P10 de x va apparaître. Un choix évident. Qui permet d'avoir justement un système transformé exponentiellement stable. C'est ce qu'on appelle le target system, système cible. Oui, utile de 0, il est connu. Il intervient dans l'observateur. Alors, la transformation du backstepping, il a la même forme. Il a la même forme. Et donc, alors, bon, non, il n'a pas la même forme. Il y a une différence par rapport à la commande. Dans la commande, on passait de U vers W. D'accord? Et la transformation, c'était W equals U minus intégrale. C'était ça. Donc, ça se voyait bien que c'est un mapping, c'est une application de U vers W. Passer de U vers W. Là, on passe de utile à W-tile, mais regardez la transformation, comment il s'écrit. Utile de x est égal à W-tile de x moins l'intégrale. C'est-à-dire l'intégrale, cette expression-là, elle porte sur W-tile. Mais même si c'est le cas, n'empêche que cette expression-là, elle définit une application de utile vers W-tile. Pourquoi? On l'a vu hier et on l'a répété plusieurs fois, c'est que cette transformation est inversible. Et donc, nous, on préfère l'écrire sous cette forme, parce que cette forme va être plus utile. D'accord? Après tout, est-ce qu'on aura besoin de W-tile? Comme hier, est-ce qu'on avait besoin de W pour implémenter le régulateur? Eh bien non. W hier et W-tile aujourd'hui, c'est juste un processus de calcul de l'observateur ou hier du régulateur et un outil d'analyse. Mais sinon, l'implémentation des régulateurs nécessite de calculer P1 de x et P1 0, les deux grains du régulateur. Il n'y a pas de W-tile. D'accord? Donc là, on est dans l'analyse déjà. Alors, donc cette transformation, il faut la voir comme étant une transformation de utile vers W-utile. D'accord? C'est comme ça qu'il faut la voir. Et il nous génère W-utile. D'accord? Alors, on voudrait
Alors on cherche le noyau de cette transformation de type Volterra. Le noyau ici, c'est P de XY. Donc hier, c'était K de XY. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion, donc là, je l'ai noté P de XY. Et on voudrait aller trouver P de XY de telle sorte que le W til calculé de cette façon-là vérifie ces équations-là. Et si on arrive à le faire, eh bien, ça veut dire que W til va tendre vers 0 exponentiellement, parce que ce système-là, on le sait maintenant, c'est un système qui est exponentiellement stable. D'accord? Que l'équation de bord soit de type Dirichlet ou Newman, c'est un système exponentiellement stable. D'accord? La vitesse de convergence. Oui, alors la vitesse de convergence va être la vitesse de convergence de ce système-là. Et la vitesse de convergence de ce système-là, on l'avait vu le premier jour quand on avait analysé ce système. Et donc, alors je ne me souviens plus, mais c'était exponentiel de moins, je ne sais pas, pi ou pi carré. En tout cas, il a une vitesse de convergence. Il est scalé, mais il a une vitesse de convergence. Alors, on peut jouer sur cette vitesse de convergence en ajoutant un coefficient ici, epsilon. D'accord? Mais bon, déjà comme ça, c'est pas mal. D'accord? Alors, voilà. Donc, à partir de maintenant, c'est une question de calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, on va dériver utile par rapport à t, ce qui va générer les dérivés par rapport à t de w utile. Ensuite, on va dériver utile par rapport à xx, par rapport à la dérivée de utile de xt par rapport à x deux fois. Et donc, cette dérivation va se traduire par la dérivation de w. Et là, on va de nouveau, comme hier, devoir appliquer la règle de Leibniz. Et donc, une fois on a fait ça, on connaît la relation entre utile t et utile xx, c'est la relation du système d'erreur, c'est cette relation-là. Et donc, on va combiner tout ça et on va voir quelle est la fonction p de xy qui fait que utile t moins utile xx est égal à lambda utile moins p1 en remplaçant ici, dans cette équation-là de 160, en remplaçant utile par, voilà, par cette expression-là. Alors, l'autre chose que l'on peut dire tout de suite avant de s'embarquer dans ces calculs, c'est que si on regarde les conditions de bord, déjà celle-là, qui est très simple, la 266, il nous dit quoi? Il nous dit W til of 1 t equals 0. D'accord? Alors, si je viens là et je pose x est égal à 1 ici, on va avoir utile de 1t, on sait qu'il vaut, ça vaut 0. Donc 0, il vaut w til de 1t moins intégrale entre 0 et 1 de P de 1y, etc. Donc ça va donner une équation, l'équation de bord de W til de 1t. Ça va nous donner une équation. La même chose, si je dérive par rapport à x, tout ça, en utilisant la règle de Leibniz, alors on sait que, et puis on pose x égale à 0, sachant que utile indice x de 0 est égal à ceci, et que W til indice x de 0 est égal à 0, eh bien ça va nous donner la valeur de P1 0. Donc vous voyez, on va se servir de cette équation. On va se servir de cette équation, et on va se servir de cette équation, et bien entendu, on va se servir aussi de ces équations. Donc voilà, après c'est une question de calcul. Pardon? Le système cible, oui. Ah ben, c'est lui qui nous l'inspire. C'est lui qui nous l'inspire. Donc ici, on se dit, ce qui nous gêne ici dans cette équation, c'est lambda utile. Il n'y aurait pas eu lambda utile. On aurait pu utiliser un observateur en boucle ouverte sans cette correction. D'accord?
Donc, c'est ce terme-là qui risque de déstabiliser le système d'erreur, et c'est pour ça que cette correction, il est importante. Donc, nous, l'idéal, ça serait d'avoir un système type, mais sans ces termes-là. C'est-à-dire, on compte sur le P1 de X pour compenser ceci. C'est déstabilisateur. D'accord? Ensuite, là, ce qui est compatible avec ça, c'est d'avoir ça. Et ça, on le garde ici. Donc voilà, ça, c'est inspiré de ça. C'est inspiré de ça. Comme hier, c'était exactement le même principe. Le système cible, il est compatible avec ceci. Alors là, comme on a une condition au bord de type Newman, donc là, on a un système au bord de type Newman. Et lorsque hier, on avait vu un système de type Dirichlet ici, là, on avait pris ici un système cible avec un bord de type Dirichlet. Alors, bon, oui. Le système de 150. Oui, oui, oui. Ici, à ce niveau. Donc, oui. Ah oui, celui-là, oui. D'accord, oui, oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas oui. Alors, oui et non. En fait, même dans le cas de Dirichlet, il y a ce cas. Alors, maintenant, ce que j'ai expliqué au début, c'est que on peut avoir un observateur qui converge. C'est-à-dire, tout simplement, on pose U chapeau X de 0 est égal à 0. Et on a beaucoup qui le posent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'observateur qu'on cherche n'est pas tout à fait un observateur de type Lowenberger. Dans un observateur de type Lowenberger, c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Ils prennent un gain fixe ici, P1, pas P1 de X, et ici, il n'y a pas de gain, pas de correction. Il y a une seule correction, une injection de sortie dans le domaine. Donc, ils partent, ils considèrent ce qu'on appelle, voilà, un observateur de type Lowenberger. Alors, si vous prenez les papiers d'Emilia Friedman, les observateurs qui sont nombreux, il utilise une correction ici, une injection de sortie dans le domaine, mais pas etc. Et même ici, parfois il le prend variant avec X et parfois pas, mais même quand il le prend variant avec X, il ne donne pas comment le choisir. Il dit, ben, ce P1 de X doit vérifier cette condition. Mais après, comment le choisir, on n'en sait rien. Et donc la majorité, ils vont le prendre constant. Alors que là, on va avoir une expression de P1 de X, bien définie. D'accord? Donc, une fonction précise. C'est ça la puissance de cette approche. Et de toute façon, cette approche du Waksnippin, bon, c'est vrai que tout ça s'applique au système linéaire. Alors, au système linéaire, alors on peut avoir des systèmes linéaires beaucoup plus compliqués que ça, avec des termes intégrales, avec des termes locaux, c'est-à-dire qui dépendent de U de 0T. Voilà. Ce sont des systèmes pas évidents, ce sont des systèmes compliqués, mais ça marche. Par contre, pour les systèmes non linéaires, etc., tout de suite, on arrive à la limite de tout ça. D'ailleurs, même en dimension finie, on regarde les classes du système, généralement, on a une partie linéaire plus une partie Lipschitz. Vous voyez, alors, donc, on est arrivé là, on a introduit la transformation comme hier, sauf que maintenant, W-t-il est défini pas tout à fait comme hier. Et le système cible, c'est ce système qui est exponentiellement stable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit, on va dériver utile une fois par rapport au temps. Ensuite, on va le dériver deux fois par rapport à x. Et on va utiliser cette équation-là en remplaçant à chaque fois les dérivés utiles lui-même par cette expression-là, de telle sorte à avoir une égalité
où il n'y a que WT. Donc voilà, la dérivée par rapport au temps de utile, c'est ceci, et ensuite on remplace WT par sa valeur. Là, il ne l'a pas remplacé par sa valeur, c'est bizarre. Donc là, pour passer de ce terme-là vers le reste, il a utilisé une intégration par partie deux fois. Donc c'est ce qui explique qu'ici, on finit avec une intégrale dans laquelle il y a la dérivée seconde de P. Par contre, il y a WT. D'accord? Parce qu'on a intégré par partie deux fois. La dérivée de utile deux fois, ben voilà, il suffit de dériver deux fois par rapport à x, cette affaire-là. Donc ça nous donne déjà ce terme-là, et après, qu'est-ce qu'on a? Ben, on applique la règle de Leibniz deux fois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer utile t moins utile xx, et on sait que cette différence-là est égale à lambda utile moins P1 de x utile de 0. Et on remplace utile et utile de 0 par ceci. Donc c'est ce calcul-là que l'on fait. Voilà. Et bon, après, il faut regrouper les termes, les différents termes. Et donc, on va avoir quelque chose. Donc ça, c'est le calcul de cette différence, c'est-à-dire le second membre de cette équation moins le second membre de cette équation. Quand on va faire ceci, tout ce qu'il y a à droite ici, moins tout ce qu'il y a à droite ici, déjà W til t est égal à W til xx, donc il y aura compensation, n'est-ce pas? Parce qu'on souhaite ceci. Et il va nous rester tout le reste ici, moins tout le reste ici. Alors bien sûr, il y a des simplifications qui se font. Et donc on va avoir ceci. Alors on voudrait que tout ceci soit égal à soit égal, alors où ça? Soit égal à lambda utile moins P1 de x utile. Donc, comme j'ai dit, on remplace utile par sa valeur et donc ça nous donne cette affaire-là. Lambda utile moins P1 de x utile de 0. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ben après, on regroupe les termes, c'est-à-dire on va mettre en facteur les termes qui dépendent du W til de x. Donc on a un terme ici, W til de x, W til de x. Donc on les regroupe et on va dire qu'ils sont égaux à 0. Ensuite, sous l'intégrale, regardez sous l'intégrale entre 0 et x. Nous avons tout ça et nous avons tout ça. Et dans les deux cas, nous avons des quantités qui sont multipliées par Wx, W til de y. Et donc, on en déduit que comme W til il est quelconque, donc ça veut dire que ce terme-là, Pxx moins Py, doit être égal à Pxy. C'est exactement ce qu'on laisse. Alors, Pxy, voilà. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. C'est là on l'obtient en faisant ce terme égal à ce terme, et il reste ce terme-là que l'on va égaliser avec ce terme. D'accord, ça avec ça. Et donc, ça nous donne P1 de x égale à Py de x. Et donc, voilà, on a déterminé les équations qui régissent l'évolution du noyau P de xy. Et de nouveau, on voit que ce noyau est régi par une équation de type hyperbolique. Comme hier. Voilà, donc ça, on va le résoudre plus facilement parce que c'est la dérivée de P de x égale à ça qu'on appelle. Et là, ça nous donne le gain P1 de x. Alors, pour le moment, le gain P1, 0, on ne l'a pas encore. On va le trouver à partir d'une condition. Donc, maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est de résoudre cette équation. Mais alors, c'est là où on va remarquer une chose, c'est-à-dire on va relier ce système-là au système qu'on a trouvé hier, par un changement de variable.
Donc, avant de faire cela, on va trouver le gain P10. Alors, le gain P10, donc on le trouve. Alors, partons. Voilà, à partir des conditions au bord, exactement. Donc, directement à partir des conditions au bord, directement à partir de la transformation. On la dérive. Donc, à partir de là, alors, on calcule utile de 0, ça c'est W tilde de 0, ça c'est immédiat. Ensuite, utile de 1 est égal à W tilde de 1 moins intégrale entre 0 et 1 de P1Y utile. Et utile X de 0 est égal à Wx de 0 moins P de 0. Ce terme est égal à 0. On va revenir au système cible. Le système cible, il nous dit que W tilde de 1 est égal à 0 et W tilde de X de 0 est égal à 0. Alors regardez ici, si je remplace ceci par 0, d'accord, on va avoir utile de 0 est égal à moins P de 0, 0 fois W tilde de 0. Et utile de 0, on a son expression à partir du système d'erreur. De la même manière, W tilde de 1 est égal à 0. Donc ici, on va avoir utile de 1 est égal à cette intégrale-là. Par ailleurs, utile de 1 est égal à 0. Donc on en déduit que P1 de Y est égal à 0. P1 de Y est égal à 0. Donc voilà. Donc utile de 1 est égal à ceci, utile de X est égal à ceci. Le système d'erreur, ça nous dit que utile de 0 est égal à ceci. Donc si je compare cette équation intrinsique, ben, ça nous donne la valeur de P1 de 0, P1 10 si on veut, qui va être égal à P de 0, 0. Et comme utile de 1 est égal à 0, ça c'est toujours le système d'erreur, eh bien utile de 1 est égal à 0, ça nous donne que tout ça est égal à 0, et comme W est quelconque, donc on en déduit que P1 de Y est égal à 0. Et donc, on reprend le système qui décrit le noyau. Donc, ce système, cette équation, on l'avait déjà. Ceci, c'est ce qu'on vient de trouver. Et ceci, c'est l'intégrale. On l'avait sous cette forme-là. Donc, si on intègre, on va avoir P de xx est égal à lambda sur 2 fois x ou fois x moins 1. Ça dépend. Donc, voilà, ici, fois x moins 1. Donc, on a ce système-là. Alors, ce système-là, si je fais ce changement de variable, donc je pose x est égal à 1 moins y, et je remplace, et je pose y est égal à 1 moins x, en fait, ce qu'il a fait là, c'est pas très rigoureux. Il aurait fallu qu'il dise, je pose x bar est égal à 1 moins y, et y bar est égal à 1 moins x. D'accord? C'est ça ce dont il est question. De dire, je pose x est égal à 1 moins y. Y est égal à 1 moins x. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est que là-dedans, je vais remplacer là où il y a x, je le remplace par 1 moins y, et là où il y a y, je le remplace par 1 moins x, mais en fait, non. Dire x bar égale à 1 moins y, y bar égale à 1 moins x, et je définis une nouvelle fonction p bar de x bar y bar est égal à p de x y. C'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Ah, voilà. Donc, très bien. Donc, moi, je dois avoir la version d'Elia. Oui, tout à fait. Non. Si tu poses. Si tu poses x est égal à 1 moins y, ça veut dire que x plus y est égal à 1. Or, x plus y n'est pas égal à 1 ici. Ça, c'est un changement de variable. C'est-à-dire là, il faut mettre x bar égal à 1 moins y bar, c'est d'autres variables. D'accord? Et puis, là, cette fonction-là, p, il faut dire aussi p bar. C'est une autre fonction. P bar de x bar y bar est égal à p de xy. Voilà. Là, on est rigoureux. Eh bien, si on fait ça, on va trouver cette équation-là, mais dans cette équation-là, dans ce système-là, là où il y a p, il faut mettre p bar, et là où il y a x, y, il faut mettre x bar, y bar. Voilà. Si on fait ceci, eh bien, on se rend compte que ce système est identique au système qu'on a eu hier, soit le premier, soit le deuxième. On est tombé sur ce système.
C'était le deuxième, à vrai dire, le deuxième. Et donc, on a trouvé sa solution hier. C'est-à-dire le P bar de X bar Y bar, qui est la solution de ce système-là, on l'a trouvé hier. Et elle est définie comme ceci. Elle est définie comme ceci. Alors là, il faut imaginer qu'on a P bar de X bar Y bar est égal à moins lambda Y bar fois I1 de lambda X bar au carré moins Y bar au carré, etc., etc. Après, on va remonter aux variables d'origine. C'est-à-dire, on sait que P bar de X bar Y bar est égal à P de XY. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Si j'ai Y bar, je le remplace par 1 moins X. Là, j'ai X bar au carré, donc je le remplace par 1 moins Y, 1 moins Y, etc. Au final, on va trouver ceci. Et donc, le noyau s'exprime en fonction de la fonction de Bessel modifiée. Alors, elle est différente de celle d'hier. Hier, on avait, je crois, x carré moins y carré. On avait ça hier. Ça, c'est ce qu'on avait hier. Et donc là, à la place de y, on a moins x, et là, on a d'autres choses. Voilà. Alors, comme P1 de x, n'oublions pas, on l'avait trouvé ici, voilà, P1 de x est égal à P indice y de x0. Là, on vient de trouver P de xy. Donc, je dérive P de xy par rapport à y, et je pose y égale à 0, et ça nous donne P1 de x. Tout calcul fait, on obtient ceci. Il s'exprime en fonction de la fonction de Bessel modifiée d'indice 2, alors que P de xy s'exprime en fonction de I1. Et pour P1, 0, l'autre gain de l'équation de bord, lui, c'est P de 0, 0. Ça, c'est ce qu'on a trouvé 184. Voilà. P1, 0 est égal à P0, 0. Donc, il suffit de poser ici x égale à 0, y égale à 0, suffisant, on trouve moins lambda sur 2. Donc, voilà, on a trouvé le gain. Et en trouvant, donc là, on a le rappel du système et de l'observateur. Oui, voilà, et cet observateur-là, il converge exponentiellement, quel que soit le signal de commande appliqué au système. Et donc, si cet observateur est utilisé avec un régulateur, il y a le principe de séparation ici. Parce que la convergence de l'observateur est indépendante de la loi de commande. D'accord? Voilà. Alors, l'analyse consiste à dire que W, qui est l'état du système double, si W tend vers 0, lui, il l'appelle W-T. Vous pouvez remarquer une chose, vous n'étiez pas obligé d'utiliser ici. Parce que le utile ici, c'est un signal d'erreur. W, c'est la transformation utile. On n'est pas obligé de l'appeler W-T. Moi, dans mes écrits, je n'utilise jamais W-T. D'accord? C'est pas là. Bon, revenons à l'essentiel. C'est l'image de l'erreur. Mais ça peut induire en erreur. Parce que quand on voit TIL, on se dit c'est l'erreur entre deux choses. Or là, ce n'est pas immédiatement l'erreur entre deux choses, c'est la transformation de l'erreur entre deux choses. En tout cas, moi je ne l'utilise pas dans les articles. Je n'utilise jamais dans les articles. J'utilise dans le V pour alléger l'écriture. Bien. Alors, ce système, on sait qu'il est exponentiellement stable, donc le T tend vers 0 exponentiellement avec une certaine vitesse. Et pour cela, on revient au premier chapitre pour trouver exactement avec une vitesse. Une fois on sait que W tend vers 0, alors là, la transformation telle qu'elle est donnée ici me permet de dire immédiatement que le tend vers 0.
Pourquoi? Parce que si W tend vers 0 avec T tend vers 0 exponentiellement, eh bien utile, la valeur absolue de utile est inférieure ou égale à la valeur absolue de W moins la valeur absolue, plus la valeur absolue de tout ça. Or, la valeur absolue de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le max de P de XY fois, ou plutôt c'est le max, disons, plus le max de P de XY fois le max de WT. De W-til de Y, avec Y allant de 0 à 1. Alors, si W-til de xt tend vers 0, exponentiellement, quel que soit x entre 0 et 1, eh bien, c'est que le max de W-til entre 0 et 1 tend vers 0 aussi exponentiellement. D'accord? C'est clair? C'est clair parce que W-til est un signal continu, même dérivable, par rapport à x, il est même dérivable 2 fois par rapport à x. Et donc voilà, donc vous voyez que là, dans ce problème-là, on n'a pas été obligé d'utiliser la transformée inverse. C'est-à-dire, le seul endroit où on en a parlé, c'est pour expliquer qu'en fait, cette égalité-là, c'est une application qui fait correspondre à utile WT. Donc l'antécédent c'est utile et l'image c'est WT. Même si l'expression donne à croire que utile, si l'image est WT, c'est l'antécédent, mais en fait c'est l'inverse. Il faut la comprendre comme ceci, il faut la lire comme ceci. Parce qu'il est inversible. C'est là où on utilise l'inversibilité. Donc voilà pour l'observateur déterminé par l'approche du Bakstein appliqué au système de type chaleur avec réaction et ce qu'il faut noter encore une fois, c'est que la plupart des gens qui ont travaillé sur des observateurs de ce type-là, ils vont foutre la sortie ici, donc ils vont injecter la sortie ici, mais pas ici. Et quand ils vont injecter la sortie ici, même s'ils prévoient un gain K de X ici, ils ne vont pas donner de façon précise pour calculer le gain, alors que là, on tombe sur une expression précise de ce gain. Alors que les autres, par exemple dans les écrits d'Ilya-Friedman, ils rassemblent les équations de l'observateur, éventuellement avec une orientation milieu. Et donc ça va être un ensemble d'équations d'erreur. Et il va donc introduire une fonction de Lyapunov globale, il va la dériver, et donc il va avoir des quantités de termes, et il va dire si je veux que la dérivée soit définie négative, il faut que telle quantité soit. C'est-à-dire, il est intéressant, mais il y a beaucoup de calculs. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quand on dérive la fonction de Lyapunov, n'importe quelle fonction de Lyapunov, qu'est-ce qu'on a? On a des termes quadratiques qui dépendent des erreurs. Et on a des termes croisés, qui sont les produits différents des erreurs. Alors, quand on ne veut pas s'en prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait? Les termes croisés, on va les majorer en utilisant l'inégalité de Lyon par des termes quadratiques. Gros, c'est ça ce qu'on fait. Eh bien, ça, ce n'est pas la manière optimale de faire les choses. Parce que Young, c'est une inégalité qui fait intervenir un coefficient qu'on peut choisir de façon très différente, et donc on ne sait pas comment choisir. Donc, elle dit, on va garder ces termes croisés. Et je vais voir, moi, cette dérivée de la fonction de Lyapunov comme étant une fonction quadratique, mais avec des termes croisés. D'accord? Avec des termes croisés. Et comme c'est une fonction quadratique, ça veut dire que je vais pouvoir l'écrire, je vais introduire un vecteur qui contient toutes les erreurs de poursuite, les erreurs d'estimation de détail, toutes les erreurs. Donc je vais introduire un grand vecteur V dans lequel il y a toutes les erreurs. Et comme
V point, c'est une fonction quadratique. Imaginez par exemple que vous avez une fonction quadratique, on va dire x carré plus on va dire petit ax carré plus petit b y carré plus petit c xy. Ça, c'est une fonction quadratique. Petit a x carré plus petit b y carré plus petit c xy. Xy, ce sont les variables. A, B, C, ce sont des coefficients. Eh bien, cette expression-là, si vous introduisez le vecteur V égale à xy, vous pouvez l'écrire, cette expression-là, sous la forme V transpose fois une matrice fois V. D'accord? On peut l'écrire comme ça. V transpose fois une matrice carrée fois V. Eh bien, si je veux que cette fonction quadratique soit définie négative, ben, il suffit que la matrice soit définie négative. Et donc, ça nous introduit une inégalité matricielle, donc c'est ce qu'on appelle une élémie. Et elle va te dire, ben, vous calculez vos gains du régulateur, de l'observateur, etc., tous les gains, tous les paramètres de synthèse, vous les calculez de façon à ce que cette matrice P inférieure ou égale à 0, cette inégalité-là, soit vérifiée. Et il te dit, eh bien moi, je peux faire une petite analyse qui montre que si tel coefficient est égal à 0 et tel coefficient est égal à 0, ben, il y a une solution. Donc, ça veut dire qu'il y a une solution, même si ce coefficient-là n'est pas égal à 0 par continuité. Maintenant, comment résoudre ça? Elle te dit, allez-y sur MATLAB. Dans MATLAB, il y a des toolbox très très puissants sur les LMI. Vous leur donnez votre inégalité et ils vont vous sortir. Allez, hop. C'est tout. D'accord? Alors, c'est pas bête ce qu'il dit. C'est pas bête. Et alors que le commun des mortels, comme moi, on va avoir tendance à se dire non, moi je vais pas passer par les ennemis, je vais faire des choses que tout le monde comprenne, et donc je vais utiliser Young, je vais utiliser etc. Et je vais faire sortir une fonction quadratique clairement définie négative. Mais elle, sa méthode, elle est plus optimale en termes parce que finalement, toutes les analyses, que ce soit par la LMI ou l'analyse directe, ils vont conduire à des conditions suffisantes sur les paramètres de synthèse. D'accord? On va avoir des conditions suffisantes. Telle expression qui fait intervenir les gains doit être négative. Telle expression qui définit, on va avoir 3 ou 4 expressions, inégalités dans lesquelles on a les paramètres de synthèse. Mais ces inégalités-là, obtenues de façon, on va dire, non optimale, ils vont être très conservatifs. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que souvent, avec les collègues, quand on fait les simulations, j'essaie souvent de leur dire, écoutez, prenez des valeurs qui ne vérifient pas ces conditions. Comme ça, on va démontrer que ces conditions sont très conservatives et que, voilà. Comment dirais-je? Par les LMI, les conditions qu'on obtient sont beaucoup moins conservatives. Ça, mais il faut voir les matrices qui ressortent quand on fait les LMI. Ah, c'est des matrices monstres. C'est des matrices, voilà, d'ailleurs, elle les exprime. Je parle d'elles surtout parce que moi, c'est surtout ces parties à elles que j'étudie. Tu as une matrice qui est elle-même une matrice bloc, dans laquelle les différents blocs sont des matrices qui font intervenir d'autres blocs. Et ça fait tout de suite quelque chose de... Mais bon. Alors voilà donc, s'agissant de l'application de la méthode de synthèse des observateurs par l'approche du backstepping. Et là, voilà, the observer can be used with any controller. Vous voyez, c'est le principe de cette phrase. C'est le principe de voilà, il en parle ici. Donc ici, le principe de séparation est simple. D'accord?
Maintenant, on peut combiner, voilà les deux et faire une analyse unifiée. Et à ce moment-là, alors il y a deux, bien entendu, la transformation, que l'on fait la transformation au niveau du contrôleur, du régulateur. On avait fait une transformation de U vers W qui était définie de cette façon-là. Cette fois-ci, c'est pas sur U, mais sur U chapeau. Il faut la mettre. Mais tout ça, c'est l'analyse. Hein. Tout ça, c'est l'analyse. Au niveau de... Tout ça, c'est l'analyse. Et vous allez voir, alors en passant par V, regardez dans le V ce qu'on a. On a W au carré, bien sûr W chapeau au carré, on a W sur le carré. Donc on a la fonction de Lyapunov pour l'équation qui hier c'était l'équation W, donc maintenant ça devient l'équation W chapeau, plus la fonction de Lyapunov de W tilde que l'on utilise pour analyser le système cible de l'observateur. Donc les deux fonctions de Lyapunov, on les ajoute avec un coefficient, etc. Puis après, on dérive les enseignements. Et là, on a le régulateur de type erreur de sortie. Erreur de sortie. Alors, c'est un régulateur anti-collocation. Anti-collocation. On commande ce système-là, et la commande se fait au niveau de x égale 1. C'est là où on applique la commande. Mais la mesure, le capteur, il est placé en x égale à 0. Donc, les choses se passent aux deux voies. Alors là, on l'appelle anti-collocation, c'est-à-dire l'actionneur et le capteur ne sont pas situés. Alors, co-collocated, ça veut dire que l'actionneur et le capteur sont situés du même bord, c'est-à-dire au début, au x égale 1. D'accord. Et ça, il le présente aussi. Alors, les techniques, c'est les mêmes. Voilà, donc, Observer Design for Collocated Sensor and Actuator. Très souvent, on ne répète pas, on dit Collocated Control Design. Donc là, on a l'actionneur qui est placé en x égale à 1. Et on a la mesure, le capteur qui est placé en x égale à 1 aussi. Et ce qu'on mesure ici, c'est U indice x de 1. Alors ça, c'est mesurable. Pourquoi? Parce que c'est nous qui choisissons ce qu'il y a là. C'est le signal de commande. Et on mesure donc ça. Alors l'observateur, il va avoir la même forme. C'est une copie du système, plus injection de la mesure, on va dire. L'injection de la mesure. Cette injection, on la met ici, au niveau des domaines, et on la met au niveau de l'action. De l'action. D'accord? Alors, après, c'est la même démarche. Donc, on introduit l'erreur d'estimation d'état, on écrit l'équation qui est régie utile, il suffit de soustraire de ces équations-là, ce qui nous donne immédiatement ça. D'accord? On introduit la transformation qui permet de passer de utile à W tilde. Alors, sauf que ici, l'intégrale, c'est entre x et r. Donc ça, c'est l'effet du collocation. Donc, on intègre entre x et r. Ce n'est pas toujours intégrale entre 0 et x. Donc là, c'est intégrale entre x et r. Et le but, c'est de calculer P de xy de telle sorte que W tilde qui est généré par cette transformation soit régi par ce système cible. Et ce système cible, c'est le système cible qui est compatible avec celui-là, avec utile. Donc vous voyez ici, la partie stable, c'est cette partie-là. Utilité égale à utile 0, 0. Utile x de 0 égale à 0. Et utile de 1 est égal à 0. Si je néglige tout ça, et je néglige tout
ce terme-ci, je trouve un système stable. Ça va être le système cible pour ultime. Donc, il faut que je choisisse le noyau P de x, y, de telle sorte que le soit décrit par ceci. Alors après, le reste, c'est la même machinerie, hein. Honnêtement, il y a pas mal de calculs, mais voilà, c'est faisable. Donc, au bout de ces calculs, d'ailleurs, lui-même, il n'a pas donné le détail du calcul, au bout de tout ça, on trouve que P est géré par ces équations. D'accord? Et par conséquent, alors là, ça nous donne P de x, y. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est les gains de l'observateur, c'est-à-dire P1 de x et P1 0. Et donc, on va dire P1 de x, ben, ça va être P de x1 et P1 0 est égal à 0 ici. Donc, vous voyez, ici, la correction qu'on a prévue ici, elle n'a pas lieu, elle n'est pas nécessaire. D'accord? Mais d'arriver à cette conclusion par le calcul. Et donc, l'observateur, il va être plus simple que d'habitude. Et ensuite, ben, la résolution de cette équation-là, voilà, là aussi, il fait ce changement de variable par rapport au système 330-332, c'est-à-dire il va dire x bar égale à y, et y bar est égal à x, et p bar de x bar, y bar est égal à p de x. Et donc tout ça, ça conduit à ce système-là en p bar, x bar, y bar, donc là partout, il faut mettre p bar, x bar, y bar. Et ce système-là, c'est ce qu'on a rencontré hier déjà, et sa solution, c'est celle-ci. Et donc, en remplaçant P bar par sa valeur, ben, on obtient ceci. Donc, ça, c'est le P de XY pour notre système à nous. C'est celui-là. Et donc, P1 de X, ben, il est dérivé. Voilà. P1 de X, c'est P de X1, il n'y a rien à dériver. C'est P de X1. Donc, P de X1, c'est ça. Voilà donc, l'observateur, il est donné par ces équations. Et ainsi de suite. Alors après, si on complique le système, alors là, dans le polycopier, vous pouvez voir, hein, il donne d'autres informations. Par exemple, il va essayer de calculer la fonction de transfert de ces équations-là. Cet effet, il faut appliquer la transformée de Laplace, on applique ceci, ça nous donne ça. Et la transformée de Laplace, vous voyez, là, on raisonne par rapport au temps. Donc là où il y a la dérivée, ça va être S fois U. Là, il n'y a pas de dérivée, il y a la dérivée par rapport à x, donc c'est la dérivée seconde. U', c'est la dérivée par rapport à x. Donc c'est U de S dérivé par rapport à x deux fois. Et donc, ce faisant, bah, il trouve cette solution. Bon, voilà, il y a des... il y a un certain nombre de choses qu'il et puis vous avez quelques exercices. D'accord, nous avons ce système-là. Alors dans ce système-là, c'est l'équation au bord qui vaut ceci. D'accord, l'équation au bord, il vaut ceci. Et quand on a ce terme-là, il y a une condition sur Q pour que ce système-là soit stable, sinon il n'est pas stable. Toujours est-il, si on a ce système-là, ben, la question qui consiste à déterminer l'observateur, il est la même, on recopie le système, on ajoute une injection de sortie dans le
oxygène, une injection là, on introduit donc là, il produit la transformation, le système cible, et puis après, voilà, on démontrer que le noyau est donné. Donc là, il guide, à vrai dire, il donne la solution. Mais le détail de calcul, il ne le donne pas. Donc il laisse à l'élève le soin de démontrer cette affaire-là. À une PDE, et la vérité par rapport à l'espace et donc. Adil Géo, là, on va y arriver. Les résultats, oui. On peut continuer à les exploiter. Oui, et pour d'autres PDE, de toute façon, dans ce polycopier, il traite d'autres PDE, y compris ça. Alors, cela dit, l'équation de chaleur, c'est l'équation la plus célèbre, la plus populaire, la plus répandue. C'est la plus répandue dans tous les livres. Ils vont commencer par l'équation de chaleur. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'équation qui décrit la majorité des phénomènes, ou c'est parce que c'est elle qui permet d'illustrer le maximum de choses? Mais tout le monde commence par l'équation de chaleur. Et moi, qui suis un novice dans tout ça, il se trouve que 90% des choses auxquelles j'ai pu contribuer, ils portent sur l'équation de chaleur. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est une tendance générale. Mais on va arriver. Alors voilà, c'est les équations hyperboliques. Là, quand on a le degré l'ordre de dérivation par rapport au temps est égal à l'ordre de dérivation par rapport à l'espace, on tombe sur les équations hyperboliques. En tout cas, quand c'est à l'ordre 1 et à l'ordre 2. Alors, ça, par exemple, UT égale à UX, alors là, il y a d'autres termes, bien sûr, donc c'est plus compliqué. Mais si on n'avait que UT est égal à UX, U de 1, c'est la commande, et Y de T, c'est U de 0T, là, ça serait un système en retard. Ça, c'est un système en retard. Et le retard est égal à 1 ici. Est égal à 1 parce que la longueur du domaine est égale à 1. Si je choisissais une longueur du domaine égale à B, à la place de 1, à ce moment-là, cette équation-là modéliserait un système en retard. Et on va le voir de toute façon. Alors, pour ce système-là, la transformation du backstepping, en tout cas pour la commande, c'est celle-ci. Donc c'est la même, c'est exactement la même que ce qu'on avait avec l'équation de chaleur, la même structure. Donc il s'agit de trouver K de XY de telle sorte que, après transformation et moyennant un choix approprié de la commande, on ait W qui soit régi par l'équation WT égale à WX et W de 1 est égal à 0. C'est ça ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est le système cible compatible avec ce système. Alors, et voici donc justement la remarque que je disais, c'est-à-dire ce système-là, sa solution c'est celle-ci. W de 0t est égal à W de 1 de t moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de W à la position 0, c'est-à-dire au bout de la barre. Alors ça, c'est un phénomène de transport. Un phénomène de transport, imaginez par exemple une matière qui se déplace. Par exemple, un tapis convoyeur qui déplace de la matière d'un point A vers un point B. C'est un système de type rotature. D'accord? Eh bien, la valeur de la matière, on va dire, la matière. Quand la matière arrive au point terminal, donc à un instant donné, la valeur de la matière à l'instant t au point terminal, c'est-à-dire au point x est égal à 1, c'est la valeur qui a été celle de la matière à l'instant t moins 1. Et si la longueur du tapis t vaut t, donc on va avoir W de 0 t est égal à W de 1 t moins t. Et donc la solution c'est celle-ci.
Voilà, donc ce système-là, il décrit sa solution dans le cas général, c'est celle-ci. Quel que soit W, là on a W de 1t est égal à 0, mais si on avait ici grand U de t, là on allait avoir W de 0t est égal à grand U de t moins 1. Alors, après, bon, il y a une histoire des conditions initiales, et comme là on a un retard égal à 1, donc les conditions initiales, il faut les choisir sur l'intervalle moins 1, 0. D'accord? Sur l'intervalle de l'enveloppe 1 qui précède l'instant 0. Alors, toujours est-il que le calcul du kernel donne lieu à ça. Donc, l'équation, on a cette équation-là du domaine. Alors, jusque-là, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait kxx plus kyy égale à quelque chose. Donc là, c'est k indice x plus k indice y qui est égal à ceci. Alors, tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient de ça. D'accord? Ça vient de cette affaire. D'ailleurs, si f est égal à 0, on voit bien que ces termes-là disparaissent. Et on a k de x0 est égal à ceci. Alors, on obtient ceci comment? Eh bien, on l'obtient en dérivant ça une fois par rapport au temps. On le dérive une fois par rapport à x. Et quand on dérive par rapport à temps, on tombe sur la dérivée de u par rapport au temps ici et ici. Qu'est-ce qu'on fait là? On remplace cette dérivée par ceci. السي حميد مشى حل الباب باش يدخلنا شويه ديال البروي دو مزور. Il n'y a rien à faire, hein. De toute façon, et ça c'est partout pareil dans le monde entier. Quand il y a un groupement de personnes, tu ne peux pas les arrêter. Donc, ce que je disais, c'est que l'équation qui régisse le kernel K, on les trouve en utilisant à la fois cette équation-là, Wt est égal à Wx, donc ça veut dire qu'on va dériver Wt par rapport à T, donc ce qui va générer ici les dérivés par rapport à T de U, et donc on va utiliser cette équation-là en remplaçant Ut par rapport à X, et ensuite on dérive W par rapport à X, ce qui engendre les dérivés de U par rapport à X, et donc là, de nouveau, on utilise la règle de Leibniz, et on pose Wt est égal à Wx, ce faisant, on obtient cette équation. Et cette équation, on va l'écrire à partir de l'expression. Et donc, voilà, une fois on calcule y, eh bien, U de 1 est égal à cette intégrale. Pourquoi U de 1 est égal à cette intégrale? Il suffit de revenir là. Là, on a U de 1 est égal à la commande, on va dire grand U de t. Donc ici, je vais poser W de 1, je vais poser cette équation-là pour x égale 1. Donc on va avoir W de 1 égale à U de 1 moins intégrale entre 0 et 1 de K de 1y, U de y, dy. Bien. W de 1 est égal à 0, c'est ça. Voilà, W de 1 est égal à 0. Et U de 1, c'est T. U de 1, c'est grand U de T. Grand U de T, c'est la commande, c'est le signal de commande. Donc, le signal de commande est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de K de 1y, U de Y, c'est exactement ce qu'il a donné ici. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que grand U de T, bon là il dit U de 1T, c'est le signal de commande, grand U de T. C'est quoi? Eh bien, c'est cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, il signifie quoi en fait? C'est un retour d'état. Parce que l'état, c'est U de YT. C'est ça l'état du système. Donc, l'état du système est multiplié par des coefficients et on ajoute tout ça en dimension finie. C'est quoi une commande à retour d'état? On dit U de t est égal à moins k fois x. X, c'est le vecteur d'état. Moins k fois x, c'est quoi?
c'est moins K1, X1, moins K2, X2, moins K3, X3, etc. Donc c'est une somme des KX. Ben là, c'est une somme des coefficients K de 1 de Y fois U de Y. C'est la même chose, mais sauf que c'est maintenant dimension infinie. C'est une commande à retour des temps. Et c'est la même chose de toutes les commandes qu'on a trouvées maintenant. Ils ont tous des intégrales. D'accord. Voilà donc. Alors là, il donne cet exemple-là. Alors c'est un exemple qui ressemble à ça. Il a choisi pour G de X une expression. Alors G de X intervient ici. Vous voyez, G de X intervient ici. Et donc là, il a pris cette forme-là de G de X, donc c'est petit g fois exponentielle de x, pour déterminer explicitement K de xy, ce qu'il n'a pas pu faire là-bas parce qu'il n'avait pas l'expression de G de X. Et donc là, la première équation, ça nous donne ça. Pourquoi? Parce que f est égal à 0. Et la deuxième équation, K de x0, elle dépend de G. Donc G, on l'a ici, on l'a ici. Et donc, pour résoudre ça, après, vous voyez, c'est purement mathématique. C'est-à-dire qu'il a ce système-là à résoudre. Et donc, phi de x moins y. Je vais ramener le système à une fonction monodimensionnelle. Donc, tout ça, maintenant, on est sur des aspects purement mathématiques. Ça n'a rien à voir avec la commande, avec les appels. Là, c'est des choses purement mathématiques. Donc, lui, il va poser la solution de cas sous ces formes. Et donc, voilà, il va remplacer K de xy qui avait... donc, il va remplacer K de xy par phi. Ça va lui donner cette expression-là. Après, il obtient phi de S est égal à ça. Et donc, K de xy est égal à ceci. Alors ça, c'est des choses, cet exemple-là, il peut paraître banal. Mais attention, cet exemple-là, moi, je l'ai trouvé dans un article à lui avec d'autres. C'est-à-dire que tout ça, ce qui est dans ce cours-là, c'est le résultat de... Ça, c'était dans un article. Je me souviens, moi, avoir vu ça. Ensuite, vous avez ça. Donc là, on a une fonction f de x. Donc c'est encore un cas particulier, etc. Et donc, voilà, les équations qui définissent ça sont celles-ci. Maintenant, comment résoudre cette équation-là pour ce choix-là de la fonction f de x, y? Voilà, il va dériver encore une fois par rapport à y pour se débarrasser de cette intégrale. Il va obtenir ça. Et après, c'est des choses purement mathématiques. Donc, voilà, il va résoudre ça. Il va trouver la solution. Voilà. Alors, là, on va arriver à l'histoire de la cascade. Et ici, on va la voir dans le cas du retard. Donc, si je prends un système finidimensionnel à retard, le retard sur l'entrée. Donc, ce système est décrit par cette équation. Donc, les gens qui étudient la commande des systèmes à retard, ils vont considérer cette formulation de la vie. Le retard, c'est grand D. D'accord? Quand on fait les observateurs, on place le retard au niveau de la sortie. Parce que le retard au niveau de l'entrée, ça n'a aucune importance quand il s'agit des observateurs. Mais quand il s'agit des régulateurs, ce qui a une importance, c'est le retard sur l'entrée, justement. Alors, il y a des gens qui ont étudié ce problème de commande, qui se sont dit, je vais faire un prédicteur qui va me donner la valeur de x t plus t. Donc, ce qu'on va commander, c'est x de t plus t. Parce qu'à l'instant t, ce que je veux déterminer, c'est u de t. Donc, pas de u de t moins. Et de t moins d, je l'ai calculé à l'instant t moins. À l'instant t, je calcule u de t. Donc, si j'écris tout ça à l'instant t plus d,
je vais avoir le même système, mais avec U de t ici. Et dans ce cas, la commande à retour de sortie, ça nous dit, il suffit de prendre comme régulateur, I de t est égal à moins k, x de t plus d. Le problème, c'est que x de t plus d, je ne l'ai pas à l'instant. Donc, il faut un prédicteur. D'accord? Donc, il faut un prédicteur. Alors, ça peut être un prédicteur relativement simple du type prédicteur de Smith, comme ça peut être un prédicteur plus sophistiqué. Donc ça, ce faisant, on reste dans le contexte fini-dimensionnel. Maintenant, ce même problème, on peut le poser en termes de PDE. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce système-là est en fait une cascade. Il est une cascade composée d'un bloc retard pur, et ce bloc retard pur, c'est le bloc qui permet de passer de U de t vers U de t moins d, donc il va retarder. Et après ça, il y a cette dynamique-là qui intervient. Eh bien, le bloc retard pur, on vient de le voir, il est décrit par cette équation. Ut est égal à Ux, et U de dt, c'est le signal de commande appliqué au système. D'accord? Ce qu'on va chercher, c'est 38 de t. C'est ça, c'est le signal de commande. Eh bien, en introduisant cette variable petit u de t définie par cette EDP hyperbolique du premier ordre, eh bien, la solution de u, c'est-à-dire u de xt, c'est u de t plus x moins d. Et pour x égale à 0, eh bien, u de x0, c'est u de t moins d. Donc, c'est le retard. Mais ce qui est plus fort avec ça, c'est qu'on voit bien que on peut calculer les états de ce bloc à retard. Ces états sont petits u de xt, sont donnés par cette expression-là. Et donc, ce bloc-là, si on le place en amont de ce système-là, on obtient ce système. D'accord? Donc, le système de départ est équivalent à une cascade composée d'un bloc retard pur décrit par ces équations-là, suivi d'un bloc linéaire finidimensionnel qui est celui-ci. Et dans ce système-là, il n'y a plus de retard, parce que la commande, c'est U de 0T. Mais cette commande U de 0T, c'est en fait la version retardée du signal de commande. Alors là, voilà, donc ce que j'expliquais, en fait, est donné comme ça. Et là, on voit bien, donc regardez, dans la description en termes de DP de ce bloc-là, on voit bien que la position x égale à 0, c'est celle-ci, et la position x égale à 1, c'est le début. Donc c'est comme si on avait un flux de chaleur ou de matière qui traversait ce dispositif, et x est égal à 1, c'est ça. Donc voilà, maintenant notre système est décrit par une ODE et par une PDE, c'est un système PDE-ODE. PDE-ODE. Et là, la loi de commande, donc supposons qu'il existe, si A et B est une paire commandable, on sait déterminer un cas tel que la commande U est égale à KX appliquée directement à ce système-là, c'est-à-dire dans le cas de D égale à 0, cette commande stabilise le système. Et K, ben, il suffit qu'il vérifie ceci. A plus K plus BK doit être une matrice de Rotz. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît lorsque on n'a pas de retard. Et on a, alors en présence de retard, si on maintient la même chose, on va avoir cette affaire-là. Non, c'est ça, en présence de retard, si je prends U est égal à K, U de T est égal à K fois X de T, on va avoir cette affaire-là. C'est pas qu'on va avoir cette affaire-là. On prépare, on va choisir comme
voilà, comme système endothermique, ce système-là. Donc ça, c'est en présence de retard. On va choisir ce système-ci. Donc, pour la partie retard, c'est logique de choisir ça. D'accord? C'est logique de choisir ça. On l'a déjà choisi. On l'a déjà fait. Et donc, après, ben, on prend comme transformation du backstepping cette transformation-là. Donc, il y a une partie qui ressemble à ce qu'on avait vu jusque-là, c'est une transformation de backstepping du type Volterra, plus ça, et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le retour d'état. C'est un retour d'état. D'accord? C'est un retour d'état avec un gain qui dépend de x. Alors, ça c'est la transformation. Après, qu'est-ce que je fais? Je dérive W par rapport à T. Je dérive W par rapport à X. Quand je dérive W, ça revient à dériver U. Et ça revient à dériver T. À dériver X. Par rapport à T en tout cas. Quand je dérive par rapport à petit x, la dérivée de grand X par rapport à X n'existe pas. Ce qui existe, c'est la dérivée de gamma par rapport à X. Donc, toujours est-il que si je fais tout ça, sachant que Wt doit être égal à Wx, et que, donc on va avoir donc Wt moins Wx, ça va nous donner, bon, Ut, on remplace Ut. Mieux le remplacer, T est égal à Ut. Alors, on voulait que Wt moins Wx soit égal à 0. Donc voilà, Wt moins Wx est égal à 0, tout ça, ça nous donne cette affaire-là. Et pour que cette équation-là soit vraie, étant donné que U est quelconque, donc ça revient à dire que ceci doit être égal à 0. Ceci doit être égal à 0, et ceci doit être égal à 0. Et donc, cette équation nous donne en gros solution du kernel, celle-ci, et celle-ci, ça nous donne le gain que l'on va utiliser, c'est-à-dire ceci. Alors, voilà, bon. Après, il y a les conditions au bord. Donc, on a cette condition-là, W de 0, qui est égale à 0. n'est pas égal à 0. C'est W de D qui est égal à 0. Donc ça, c'est pas la condition au bord. Là, on a W de 0 égale à 1 de 0 moins gamma de 0. Oh, ça vient tout simplement de ça. Et donc, en utilisant ceci dans 401, c'est-à-dire dans ceci, là on a W de 0, on obtient ceci. On obtient ceci. Et jusque-là, gamma, il vérifie ça, cette équation-là, c'est une ODE, mais cette ODE a besoin d'une condition initiale. Alors, la condition initiale, soit en x égale à 0, soit en x égale à 1, soit en x égale à une valeur peut. Donc ici, d'après cette équation-là, comme nous, on voudrait avoir comme système cible ce système-là, eh bien, il n'y a qu'à choisir gamma de 0 égale à k. Alors, ce faisant, on peut résoudre cette équation. L'équation, c'est une équation d'état, voilà, qui a bien une solution dès lors que l'on peut. Et donc, sa solution, c'est celle-ci. Très bien. Alors, maintenant, il faut résoudre Q. Ben, là aussi, il va la prendre sous cette forme, mais après, bon, trouve ses solutions. Voilà. Et donc, en se servant de Q de T, de gamma de X, etc., on revient à cette équation-là, en remplaçant Q, en remplaçant gamma, et ça va nous donner
la valeur de U de xt, et ça va nous donner la valeur de U de xt d'une façon générale et la valeur de U de dt d'une façon générale. Et la valeur de U de dt, c'est la loi de Coulomb. D'accord? Vous voyez, la transformation nous donne la transformation, celle-ci, ça nous donne U de xt, fonction de W de xt, plus tout ça. W de xt, il tend vers 0, donc on peut le négliger. Donc, on peut se contenter de ces deux termes-là. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il se contente de ces deux termes-là. Le W, il le néglige. Voilà. Donc, il a pris les deux termes. Et le terme en W, il le laisse tomber parce qu'il tend vers 0 exponentiellement. Et donc, on voit que U de T est égal à un terme qui est de type retour d'état. Alors, ce n'est pas K fois X, c'est K fois exponentielle de AD fois X. Vous voyez, le gain, c'est le gain K qui est déterminé à partir de la paire AP. Et puis, il y a cette transformation. Alors, tout ça est à corriger par ça. D'accord? Alors, pour ceux qui ont déjà lu de la documentation sur la commande du système à retard en utilisant le prédicteur de Smith, eh bien, ils vont voir que la loi de commande, c'est celle-ci. C'est K exponentielle de AD fois X. Eh bien, là, il y a ça, il y a ce terme. D'accord? Donc, c'est une loi de commande beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine. Donc, voilà, donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire. Alors, après, voilà. Alors, lui, il a tout un livre sur les systèmes à retard. Un livre sur les systèmes, que sur les systèmes à retard. Parce que le retard, il peut intervenir de plusieurs façons. Et on a le retard localisé, et on a le retard distribué. Ça, c'est le retard localisé. Bon, toujours est-il, comme je vous ai dit hier, c'est que pendant la décennie 2010-2020, il y avait énormément de travaux sur les retards et ça a donné lieu à beaucoup de papiers et des livres aussi sur le système. Maintenant, ça s'est calmé un petit peu, mais et lui, la différence par rapport aux autres travaux, c'est que lui, il abordait la chose de cette façon-là. Et l'intérêt, c'est qu'il aboutissait à des commandes beaucoup plus sophistiquées. Là où les autres, comme j'ai dit, avec le prédicteur de Smith, le retour d'état, c'est celui-ci, ben lui, il ajoute ça. D'accord? Enfin, il l'ajoute, c'est la méthode qui. Mais ça, c'est un terme intégrateur. C'est-à-dire les autres, ils ont une commande, on va dire, de type bien proportionnel, lui, proportionnel intégral. Oui, mais parce que ça aussi, ça peut être intégral, parce que c'est un retour d'état. L'état et les reçus. C'est ça, oui. Exactement, exactement. Donc, c'est quand même beaucoup plus sophistiqué. Donc, voilà. Alors, après, bon, il y a des work. Mais après, vous savez, après, il y a les équations de bande. Voilà, donc c'est les équations hyperboliques du second ordre. Les calculs sont un peu plus sophistiqués. C'est le principe. Si on a compris ce qui se passe avec l'équation de type chaleur, on est capable de comprendre. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est évident de trouver la transformation, par exemple, pour la cascade retard PDE-ODE, la transformation qu'il a prise,
je ne suis pas en train de dire que c'est banal. Non, lui, il a beaucoup cherché, il a cherché longtemps avant de le trouver. Mais une fois on la connaît, si on a un problème de retard dans un problème, on étudie, ben, on va prendre cette transformation et on va l'utiliser. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on a un problème, par exemple, où il y a une non-linéarité, où il y a une partie linéaire, on va s'inspirer de ça. Voilà. Voilà. Alors après, à part alors l'équation de type onde, donc c'est celle-ci, c'est l'équation de base. Il y a d'autres équations qu'il aborde qui sont beaucoup plus sophistiquées. Où est-ce qu'il est? Il en parle au début, au niveau du sommaire, on parle de ces choses-là. Je sais plus. Bon, après, je pense que là, on est dans les annexes. Mais en tout cas, lui, parmi les choses qu'il traite, on l'a vu hier. Voilà, donc il traite aussi les équations qu'il appelle exotiques, c'est-à-dire de Koramoto, Sevashinsky. Il y a aussi alors après, il y a Adaptive Control. Ben, Adaptive Control, moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, donc je peux vous en parler à l'occasion. Lui, il le fait comme en dimension finie. Il le fait comme en dimension finie. Moi, je le fais d'une façon différente, c'est-à-dire moi, je suis une approche qui a été introduite au début des années 2000, je crois, ou des années 90, non, je crois, au début des années 2000, par Zhang. Et puis, il y a les PDO non linéaires, mais là, c'est très timide. Donc voilà. Donc, on peut se contenter donc, de ça. À mon avis, il faut digérer parce qu'il y a de la matière, donc tout ça. Et après, à l'occasion, de parler avec les uns et avec les autres, si vous avez des cas particuliers, etc., on peut en discuter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur.